je vais vous parler de certaines transactions boursières qui sont super importantes à surveiller. Je parle ici des spin-offs et des acquisitions. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi ces deux types d'opérations-là, avec un exemple concret pour le spin-off et pour l'acquisition. Et je vais expliquer pourquoi les compagnies cotées en bourse font ce genre de transactions-là et surtout, c'est quoi que ça signifie pour les investisseurs autonomes qui sont à la recherche d'opportunités d'investissement. Donc, je vais commencer tout de suite avec les spin-offs. Donc, c'est quoi exactement un spin-off? En fait, c'est quand une entreprise décide de se séparer d'une de ses divisions ou une de ses filiales pour en faire une entreprise qui va être indépendante. Autrement dit, une compagnie, une entité à part qui va être encore une fois cotée en bourse. Donc, par exemple, je vais vous parler de la compagnie Topgolf Callaway Brands, donc symbole MODG sur la bourse de New York. Évidemment, c'est en dollars US. Et la compagnie, elle veut se détacher de la division Topgolf pour qu'elle devienne une entité à part entière. Et je vous rappelle que Callaway Brands avait fait l'acquisition de Topgolf il y a environ 3 ans pour la somme de 2 milliards de dollars. Et pour ceux qui ne connaissent pas les deux compagnies, Topgolf, c'est une entreprise qui offre des emplacements pour frapper des balles, donc avec des balles qui sont suivies électroniquement, puis il y a un champ de tir d'à peu près 200 mètres avec des différents emplacements là, qui agit à titre de green, tandis que Callaway Brands, c'est une marque qui est connue pour ses équipements de golf. Donc, on peut se demander pourquoi l'entreprise, elle veut faire un spin-off avec Topgolf, donc pourquoi elle veut se départir de ce département-là. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver la division d'une compagnie. Premièrement, ça va permettre à chaque département de se concentrer sur son propre modèle d'affaires. En séparant les deux, chacune des entreprises, elle peut se concentrer sur sa propre stratégie d'affaires, ses propres objectifs de croissance, sans être limitée par les activités commerciales de l'autre division. Et deuxièmement, les investisseurs aussi aiment ça, les spin-offs, parce que ça peut leur permettre de mieux valoriser chaque division de l'entreprise. Parce que, par exemple, si le marché pense que Topgolf a un énorme potentiel de croissance, ce potentiel-là, il peut être mieux exploité une fois qu'elle va être cotée de manière indépendante. Et concrètement, comment ça fonctionne au niveau des actions cotées en bourse lorsqu'il y a un spin-off? Généralement, les actionnaires de la société mère, ils vont recevoir des actions de la nouvelle entité qui a été créée suite au spin-off. Et dans le cas de Topgolf, si vous êtes actionnaire de Callaway Brands, vous allez recevoir un certain nombre d'actions de la nouvelle société Topgolf qui va être, comme je vous dis, à part entière, une fois que le spin-off va être finalisé. Et ça, c'est prévu pour la deuxième moitié de 2025. Autrement dit, le processus de spin-off, ça permet aux actionnaires actuels de garder une exposition aux deux entreprises sans avoir à racheter des actions dans la nouvelle entité. Dans ce cas-ci, ce serait des actions de Topgolf. Évidemment, vous pourriez aussi décider de vendre les actions de l'une ou l'autre des compagnies, que ce soit la nouvelle division qui est rendue à part, ou vous pourriez vendre également les actions de la société mère, c'est-à-dire que si on prend l'exemple actuel, vous pourriez décider de vendre les actions de Callaway Brands et de conserver uniquement les actions de Topgolf. Et pour ceux qui ne sont pas encore actionnaires dans ces compagnies-là, ça peut être intéressant de suivre l'évolution du spin-off et d'attendre que justement Topgolf devienne une entité cotée indépendamment. Et pourquoi ça peut être intéressant? C'est parce que souvent, après un spin-off, il y a une période d'ajustement du côté du marché. Donc, les prix des deux actions, évidemment, ils peuvent fluctuer et certains gestionnaires de portefeuille, les institutionnels, ils veulent
peut-être pas détenir des actions dans une plus petite entreprise ou peut-être qui sont juste intéressés par la société mère. Donc, eux autres, ils pourraient se mettre à vendre leur part de la nouvelle entité une fois que le spin-off est fait, ce qui pourrait temporairement amener une pression à la baisse du côté du prix des actions de Topgolf. Ça, c'est dans le cas où les institutionnels veulent se départir des actions de Topgolf suite au spin-off. Et c'est justement là qu'un investisseur autonome, il peut tirer avantage de ça. Parce que si vous croyez au potentiel de croissance de Topgolf sur un horizon à long terme, cette période d'ajustement-là au niveau du prix, ça pourrait vous offrir une opportunité d'acheter des actions de la nouvelle compagnie à un prix inférieur à ce qu'elle pourrait valoir une fois qu'elle va avoir démontré sa valeur sur le marché. En fait, plusieurs spin-offs vont finir par offrir de meilleures performances à long terme que leur société mère d'origine, là, si on regarde historiquement, parce que avec le spin-off, elles peuvent se concentrer entièrement sur leur propre marché et leur propre stratégie d'affaires. Maintenant, si on regarde du côté des acquisitions qui se font sur les marchés boursiers, comme vous le savez sûrement, une acquisition, c'est quand une compagnie en achète un autre, donc pour faire une fusion. Et quand c'est une acquisition entre deux entreprises qui sont cotées en bourse, l'acquéreur fait une offre d'achat officielle à l'entreprise ciblée, et si l'acquisition est acceptée par le conseil d'administration, les actionnaires, la compagnie A, évidemment, va acheter la compagnie B, et la transaction d'achat peut se faire soit en cash, donc les actionnaires de la compagnie ciblée vont recevoir de l'argent, sinon ça peut être en actions de la compagnie qui fait l'acquisition, ou sinon c'est une combinaison des deux. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, je vais vous parler de Capital One qui a annoncé en février 2024 qu'elle comptait acheter Discover Financial Services pour une valeur de plus de 35 milliards de dollars. Et comme je vous dis, les acquisitions, ça peut se faire de différentes façons, mais dans ce cas-ci, on parle d'une transaction qu'on appelle all stock, c'est-à-dire que Capital One va payer les actionnaires de Discover avec ses propres actions plutôt qu'en argent liquide. Donc concrètement, les actionnaires de Discover vont recevoir 1,02 actions de Capital One pour chaque action de Discover qu'ils possèdent. Donc, ça contraste avec une transaction qui est all cash, comme celle entre Microsoft et Activision Blizzard. À ce moment-là, Microsoft avait payé chaque action d'Activision 95 $ US en argent comptant. C'est-à-dire que dans cette transaction-là, les actionnaires d'Activision Blizzard ils avaient reçu 95 $ US pour chaque action qu'ils détenaient dans Activision. Évidemment, après ça, il n'y avait plus d'actions d'Activision et il n'y avait pas non plus d'actions de Microsoft. C'est pour ça qu'on appelle ça une transaction all cash. Donc, c'est juste en argent. Versus dans une transaction qui est all stock, comme celle de Capital One et Discover, les actionnaires actuels deviennent actionnaires de la société qui a fait l'acquisition. Et ça peut être intéressant si on pense que, par exemple, le prix des actions de Capital One va monter dans le futur parce que les actionnaires de Discover, ils ne reçoivent aucun argent, ils reçoivent uniquement des actions de la compagnie qui fait l'acquisition. Et pourquoi Capital One a décidé de faire cette acquisition-là? Je pense que l'objectif est assez clair. Capital One, il veut se renforcer pour venir concurrencer Visa et Mastercard, les deux compagnies qui dominent largement le marché des cartes de crédit aux États-Unis. Juste pour vous donner une idée, Visa, ça représente 48% des cartes de crédit en circulation. Ça, évidemment, c'est aux États-Unis. Et pour Mastercard, on parle de 36%. Si on fait un comparatif, Discover, il est en troisième place avec 60,6 millions de titulaires de cartes. Donc ça représente environ 8% des cartes en circulation aux États-Unis, ce qui est légèrement au-dessus d'American Express qui a environ 7,5%
des parts de marché. Bref, l'acquisition de Discover, c'est une opération qui est stratégique et qui pourrait faire en sorte que Capital One pourrait accélérer sa croissance et améliorer sa compétitivité. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas encore actionnaires de Capital One ou de Discover, ça pourrait être intéressant de surveiller cette acquisition-là parce que ce type de transaction-là, ça peut devenir une opportunité pour les petits investisseurs, dans le sens que dans une transaction all stock de même, c'est fort probable qu'il y a une partie des investisseurs, surtout les institutionnels ou les actionnaires actuels de Discover, qui vont décider de vendre leur action de Capital One une fois que la transaction d'achat va être complétée. Parce qu'il faut comprendre que pour un gestionnaire de portefeuille, c'est pas parce que tu avais investi dans Discover que tu veux forcément devenir actionnaire de Capital One. Grosso modo, une vente massive post-acquisition, ça pourrait créer une pression temporaire sur le prix des actions de Capital One. Et en tant qu'investisseur de détail, en tant que petit investisseur, vous pourriez profiter de cette baisse potentielle-là pour entrer à un prix plus bas. Et l'autre chose, c'est que si vous croyez au potentiel de croissance à long terme de Capital One, l'acquisition de Discover, comme je vous dis, ça pourrait renforcer considérablement sa position dans l'industrie des cartes de crédit. Et avec Discover, Capital One va élargir sa base de clients et également venir diversifier ses revenus. En fait, l'idée, c'est qu'en achetant des actions de Capital One, une fois que l'acquisition est complétée, vous pourriez profiter d'une montée de la valeur du prix des actions de Capital One sur un horizon à moyen-long terme, surtout si l'intégration de Discover se passe bien et que ça crée réellement des synergies. Il est également possible que Capital One reçoivent une meilleure évaluation de la part des analystes, donc du côté de Morningstar par exemple, suite à cette acquisition-là, ce qui pourrait faire encore une fois augmenter l'intérêt des investisseurs et conséquemment faire monter le prix de l'action. Évidemment, tout ça, ça reste sur un horizon à moyen-long terme. Donc tout ça pour dire que pour un investisseur autonome, surveiller l'évolution de cette acquisition-là et repérer les moments où les actions pourraient être sous-évaluées, c'est une stratégie qui est intéressante. Encore là, c'est pas des recommandations d'achat non plus. Faites vos propres recherches, tirez-en vos propres conclusions, puis évaluez le risque de tout ça. Mais l'idée, c'est de comprendre que l'intégration d'une acquisition par le marché, parfois ça peut prendre du temps et évidemment ça va faire en sorte qu'il va y avoir des fluctuations. Donc pour ceux qui sont prêts à garder un œil sur Capital One, cette acquisition-là, qui devrait se concrétiser d'ici la fin de l'année 2024, ça pourrait potentiellement vous offrir un bon point d'entrée pour profiter de la croissance future de Capital One suite à l'acquisition de Discover. En résumé, que ce soit pour un spin-off comme celui de Top Golf ou une acquisition comme celle de Capital One, ces opérations-là, ce sont des événements clés à surveiller lorsqu'on investit en bourse parce qu'ils viennent modifier autant la structure que les stratégies des entreprises qui sont visées par tout ça et ça peut avoir un impact important sur le prix des actions que soit vous détenez ou comptez acheter. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça parce que pour moi, c'est important de bien comprendre pourquoi et comment ces opérations-là se déroulent pour qu'à ce moment-là, vous puissiez prendre des décisions éclairées. Et je le répète, tous les titres que j'ai nommés, ce ne sont pas des recommandations d'achat, ce ne sont pas toutes les acquisitions ou les spin-offs qui vont créer des opportunités d'achat intéressantes, sauf que je voulais vous partager, comme je vous dis, ces transactions-là qui arrivent régulièrement sur les marchés boursiers. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.